Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le changement de ton au sommet de l'État. Nicolas Sarkozy ordonne le déblocage de tous les dépôts de carburant. Plusieurs opérations ont été menées, mais les grèves continuent. On fera le point en direct avec Fanny Stenler à Grand-Puy et à l'Elysée avec Michael Darmon. On verra aussi que la pénurie à la pompe ne sera sans doute pas terminée avant les vacances de la Toussaint. Fermeté affichée aussi côté casseurs. Plusieurs dizaines de personnes ont été jugées en comparution immédiate. Les incidents ont marqué le pas aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, le Parlement européen vote pour un allongement significatif du congé maternité. 20 semaines contre 16 semaines aujourd'hui en France. Objectif, relancer la natalité sur le continent. François Baudonnet sera en direct à Bruxelles. La grande purge des finances publiques en Grande-Bretagne. Le nouveau Premier ministre David Cameron engage le plus grand programme d'économie depuis la guerre. Même Margaret Thatcher n'était pas allée aussi loin. La France va autoriser le don d'organes croisés, échanger un rein entre deux familles. C'est l'une des innovations de la loi de bioéthique présentée en Conseil des ministres. Enfin, l'histoire incroyable d'une résurrection déclarée cliniquement morte dans un hôpital de Bordeaux. Une sexagénaire s'est réveillée 14 heures après. Explication et réaction de ses enfants tout à l'heure. Bienvenue dans ce journal. Faut-il parler de tournant dans le conflit du carburant? Nicolas Sarkozy, je vous le disais, a décidé de monter en première ligne et d'employer la force. Il ordonne le déblocage de tous les dépôts de carburant pour, dit-il, mettre fin au désordre et rétablir une situation normale. Plusieurs opérations policières ont été menées dès cette nuit. Exemple à Donge, près de Nantes. Franck Genozo avec notre bureau à Rennes. Le jour n'est pas encore levé lorsque les forces de l'ordre se positionnent pour débloquer le dépôt. Il est 4 heures du matin. Pour les grévistes, cette intervention a un goût amer. Les mecs, putain, baissez les yeux au moins, merde. Vous faites votre mission, mais baissez les yeux au moins. Sérieux. J'adresse un message à l'ensemble des vrais élus du peuple. Que cette réforme ne passe pas. Parce qu'on n'en veut pas. Sinon, tous ceux qui la feront passer, au prochain coup dans les urnes, on leur fera payer. Pendant quelques heures, les manifestants vont tenter de bloquer à nouveau plusieurs accès au dépôt. Pneus crevés ou barrages improvisés. Mais les forces de l'ordre sont là pour sécuriser le trajet. Les camions réussissent finalement à sortir au compte-gouttes. Le leader local de la CGT adresse alors un avertissement au patron du groupe Total. Nous avons, pour notre part, salariés de Total, le premier patron du CAC 40. Il doit faire marcher ses réseaux, comprendre que ces usines ne redémarreront pas et faire comprendre à Sarkozy et à sa troupe qu'ils doivent ouvrir des négociations. Ce soir, les syndicats affirment que les stocks disponibles dans ce dépôt ne dureront pas plus de 2 jours. Plus globalement, on semble loin d'un déblocage général. Si les discours sont à la fermeté, qu'en est-il précisément sur le terrain? Retour sur ces dernières 24 heures. Caroline Thébault, Mathias Second avec notre bureau à Marseille. C'est la deuxième intervention en moins de 24 heures. Gendarmes mobiles et pompiers sont venus débloquer le dépôt de carburant de Caen. Son accès avait été libéré hier soir, mais bloqué de nouveau par des manifestants depuis ce matin. On part parce qu'effectivement on ne veut pas aller à l'affrontement. Je pense qu'il y a des gens qui n'attendent que ça aujourd'hui, démontrer qu'on n'est pas dans un mouvement qui est responsable alors que la CGT est bien dans un mouvement qui est responsable. Les forces de l'ordre détruisent les barrages, nettoient les lieux pour permettre de nouveau la valse des camions-citernes. Débloquer coûte que coûte, voilà désormais la stratégie de l'Elysée. Dans un communiqué publié ce matin, Nicolas Sarkozy durcit le ton. Mon devoir est de garantir le respect de l'ordre républicain au service de tous les Français. J'ai donné hier des instructions pour débloquer la totalité des dépôts de carburant afin de rétablir au plus tôt une situation normale. Un tour de vis décidé hier soir et très vite exécuté à La Rochelle. À minuit, 140 gendarmes mobiles et policiers prennent position. On a une heure pour débarrasser la toile. L'évacuation se fait dans le calme. Cette initiative-là, elle est suspendue. On en reprendra d'autres dans les jours qui viennent. Certains n'ont pas attendu pour mener de nouvelles actions. Ici au Mans, après avoir été délogés, les manifestants ont mis en place des barrages filtrants à proximité du dépôt. Pourquoi on laisse passer les bagnoles et pas les camions? Putain, mais c'est pas vrai. Ils s'en foutent que moi je vais rentrer samedi après-midi chez moi. Ils en ont rien à branler. On filtre, on va effectivement être là un petit moment et puis demain on a d'autres initiatives. Mais en tout état de cause, le gouvernement et François Fillon, qui est un élu de notre département,
doivent savoir que ce n'est pas par l'envoi des forces de l'ordre que nous allons renoncer à nous battre. Des grévistes qui multiplient les actions coup de poing, un gouvernement qui se montre inflexible, deux camps qui veulent gagner du temps. Alors on va tenter de faire le bilan de cette journée. Bonsoir Fanny Stenler, vous êtes en direct à Grand-Puy en Seine-et-Marne. Est-ce que l'approvisionnement en carburant peut redevenir normal avant le départ en vacances de la Toussaint comme le souhaite le gouvernement ? Écoutez, tout semble indiquer que pour ce week-end, on aura encore du mal à trouver du carburant. De toute façon, il faut compter plusieurs jours pour que la situation revienne à la normale. Or, il est très difficile de savoir exactement combien tout cela peut prendre de temps. Il faut de toute façon bien comprendre qu'une raffinerie doit prendre plusieurs semaines pour se remettre en route. Il faut également comprendre que pour que la situation revienne normale, tous les dépôts doivent être accessibles en France. Il faut aussi que l'acheminement en carburant puisse se faire sans encombre sur les routes. Or, ce n'est pas encore le cas. La preuve, derrière moi, vous voyez que le dépôt et la raffinerie sont toujours bloqués. Et je peux vous dire que les dépôts qui ont été bloqués dans la journée par les forces de l'ordre, eh bien, ont été rebloqués un peu plus tard par les grévistes. Car ici, la mobilisation ce soir est toujours aussi forte. Fanny Stenler à Grand-Puy, merci Fanny. Alors pourquoi ce décalage entre le discours et les actes? On va aller dans un instant à l'Elysée, mais d'abord les conséquences très concrètes de ces blocages. On commence avec les automobilistes, c'est-à-dire vous et moi. L'une de nos équipes a assisté au ravitaillement d'une station-service dans les Yvelines. Reportage Elisa Hélin, Thierry Breton avec Olivier Caroff. Pour atteindre les pompes cet après-midi, il fallait attendre longtemps, près d'une demi-heure devant cette station. Encore 2-3 voitures, mais je crois que je tiens le bon bout. Et partout, c'est la même chose. Depuis quelques jours, j'arrête pas de tourner en rond et là, je passe en passant en sortant au boulot. Je vois qu'il y a la queue, alors je me suis faufilée dans une voiture et pouf, je fais descendre. Beaucoup d'automobilistes n'ont plus le choix. Cette jeune femme, par exemple, roulait sur la réserve depuis 2 jours. Je reprends le boulot pratiquement le temps de me garer et de retourner au boulot. J'ai eu ma pause déjeuner pour mettre de l'essence. Voilà, c'est l'essentiel. Moi, je vais pas aller au boulot, c'est cool. Je vais en Bretagne et j'ai besoin de 100 km de plus pour faire l'aller-retour. Et pourquoi vous faites un bidon là alors? Pourquoi je fais un bidon? Parce que j'ai pas envie de me retrouver en carafe avec les enfants à la maison. Pour servir un maximum de personnes, ici la station a limité chaque client à 40 € de carburant. Pour un plein complet, il faut ruser. En fait, c'est la deuxième fois que je fais la queue pour pouvoir mettre le plein parce que j'ai un trajet à faire jusqu'à Nice. Et donc voilà, ça fait à peu près 1 heure que j'attends pour mettre une deuxième fois de l'essence. Par chance, cet après-midi, un transporteur a pu ravitailler cette station. Mais avec les grèves, ça n'a pas été simple. Il a attendu plus de 6 heures avant de quitter le dépôt. D'habitude, on arrive à livrer 4 clients par jour. Maintenant, on n'en livre plus que 2. À cause de l'attente. Il y a trop d'attente. On commence de bonne heure, on finit super tard le soir. Et les transporteurs ne sont pas au bout de leur peine. Il va nous falloir au moins une bonne semaine, je pense, ouais. Pour ravitailler, pour que tout le monde soit ravitaillé en temps et en heure. Une semaine pour que tout rentre dans l'ordre. Les vacances de la Toussaint débutent dans 2 jours. Pas simple donc pour les particuliers, pas simple non plus pour les professionnels. Le syndicat des infirmiers libéraux par exemple indique ce soir que les soins à domicile ne pourront bientôt plus être assurés dans une vingtaine de départements. Des difficultés aussi pour beaucoup de petites et moyennes entreprises. Julien Beaumont, Michel Hiver. Il ne reste que 15 000 litres dans la cuve, juste suffisant pour tenir jusqu'à ce soir. Car les 600 camions de cette entreprise de transport routier près de Rennes parcourent 300 000 km par jour et consomment 90 000 litres. Dans les bureaux, c'est donc le casse-tête. Au bout du téléphone, il faut expliquer la situation aux chauffeurs. Ouais, tu vois, de toute façon, si tu vois des stations encore ouvertes, tu fais les gens sur la route, bien entendu. Si on ne peut plus s'approvisionner, on arrête. On arrête le camion, donc on ne peut plus rouler. Sans la livraison de gasoil demain, une partie des camions sera à l'arrêt et des denrées n'arriveront pas dans les supermarchés. Inquiétude aussi à Nantes pour cette société spécialisée dans les conseils informatiques. Où est-ce qu'on en est sur les réservoirs d'essence là? Vu la situation, les salariés limitent leurs déplacements, un coup dur pour le chiffre d'affaires. On délaisse une partie de notre parc. Bon, on les appelle, on a toujours des contacts téléphoniques, ils comprennent, on leur explique. Maintenant, c'est vrai que je vais avoir une activité qui sera réduite ce mois-ci. Près de Caen, cette PME aussi est touchée. Sans carburant, pas question d'installer des cheminées dans le département. Aujourd'hui, nous, on est une entreprise de 11 salariés. Donc, nous avons 4 poseurs avec des véhicules sur la route, des commerciaux,
On a réussi à gérer pour l'instant. Je pense que si on n'est pas approvisionné demain ou vendredi au pire, on va être obligé de cesser notre activité. Ici, toute la zone commerciale est concernée. Demain, pour le voisin, 14 des 17 camions resteront au garage. Voilà, quelques opérations policières donc dans les dépôts, mais des blocages encore très nombreux et des situations de pénurie. Bonsoir Michaël Darmon, vous êtes en direct à l'Elysée. Il y a donc, semble-t-il, un décalage entre les discours très fermes et les actes. Pourquoi ? Écoutez, en fait, Nicolas Sarkozy doit gérer 3 contraintes. La première, c'est que le vote de la réforme sur les retraites au Sénat prend du retard. Il devait intervenir aujourd'hui. Cela a pour conséquence, et c'est la deuxième contrainte, de laisser les grévistes les plus durs s'exprimer, notamment on le voit dans les secteurs de l'énergie. D'où l'attitude du président. Et là, c'est donc le troisième élément. Il veut montrer, contrairement à son prédécesseur, qu'il résiste à un mouvement social tout en restant prudent pour éviter l'incident qui serait fatal. Ce soir, il annonce ainsi que les déblocages vont continuer, mais demande au gouvernement de monter au créneau pour expliquer. L'heure aussi ici est à la mobilisation générale. Michaël Darmon à l'Elysée, merci Michaël. Dans le même temps, les barrages et les opérations escargots se multiplient un peu partout en France. Image ici de Roissy où l'accès à l'aéroport a été bloqué. Comme à Orly, des voyageurs ont dû rejoindre l'aérogare à pied en tirant leurs valises. De nombreux vols ont été annulés. Même situation à Clermont, à Nantes ou encore ici à Toulouse où le blocage a duré 4 heures. Les forces de l'ordre sont finalement intervenues. Image aussi de Marseille où des militants syndicaux de force ouvrière ont bloqué les 3 tunnels urbains avec des camions et en placardant des affiches. Marseille, où là aussi les autorités ont eu recours à la force aujourd'hui. Le préfet des Bouches-du-Rhône a fait appel à la sécurité civile pour ramasser les ordures dans les rues. Sur place, Stéphane Despinois, Christophe Larocca. Les hommes et les femmes de la sécurité civile ont revêtu des combinaisons blanches pour jouer un rôle inhabituel. Éboueurs en plein cœur de Marseille. Ils sont 150 à avoir été réquisitionnés pour 48 heures, le temps de s'attaquer aux gigantesques tas d'ordures accumulées. C'est pas ce qu'on fait d'habitude, c'est sûr. On fait plus de feux de forêt, séisme et tout ça, mais bon. On est là pour ça aussi. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris cette décision exceptionnelle pour des raisons sanitaires, dit-il. Il estime qu'il y a 7000 tonnes d'immondices sur les trottoirs. Les militaires se sentent à leur place. C'est pas pour casser la grève, justement. Notre objectif, notre mission, c'est diminuer le risque d'insalubrité et diminuer le risque incendie. Venus observer et parfois aider, les riverains s'interrogent sur l'étendue réelle de ce ramassage. L'armée, heureusement, elle est devenue l'armée, hein. Mais la poubelle, il est plein. Hein. Moi, dans ma rue, il n'y aura pas d'armée qui viendra pour enlever toutes les poubelles. C'est la rue Sainte, là, c'est vraiment une catastrophe. Donc, bon, c'est la Canebière, voilà, on enlève un peu les poubelles et tout le monde est content comme ça. Contents, les syndicats, pas du tout. Ils sont choqués par cette intervention qu'ils jugent inadmissible et antidémocratique. En 30 ans, Marseille a déjà connu une vingtaine de grèves des éboueurs. Que l'armée intervienne, c'est une première. Autre aspect du conflit, le mouvement des lycéens. Les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action demain. Aujourd'hui, on a recensé quelques 170 lycées toujours bloqués ou perturbés. Dans le même temps, plusieurs dizaines de casseurs ont été jugés en comparution immédiate. Avec quelles sanctions? Précision Aurélia Guillemin, Annie Triboire, avec notre bureau à Lyon. Ils sont toujours aussi nombreux, toujours aussi déterminés. Pour le 3e jour consécutif à Nanterre, plusieurs dizaines de casseurs s'étaient donné rendez-vous ce matin. Les forces de l'ordre ont répondu aux jets de pierre par des tirs de gaz lacrymogène. Pas de répit non plus à Lyon, où le centre-ville a encore été le théâtre d'incidents aujourd'hui. Brice Hortefeux s'est rendu sur place cet après-midi avec un message de fermeté. Le droit de manifester, je le dis là aussi très clairement, le droit de manifester, ce n'est pas le droit de casser, le droit d'incendier, le droit de provoquer, le droit d'agresser et le droit de piller. À Lyon, les interpellations se sont poursuivies aujourd'hui. Hier, 80 jeunes ont été arrêtés, mineurs pour la plupart, et jusqu'ici inconnus des services de police. Jugée en comparution immédiate cet après-midi, une lycéenne de 19 ans a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis, dont 1 mois ferme, pour avoir incendié une poubelle devant son lycée. À Nanterre, un lycéen de terminale vient lui d'écoper malgré ses dénégations de 4 mois de prison avec sursis et d'un travail d'intérêt général. C'était un bon gars, il était en terminale L, il finissait ses études. Voilà, ça veut pas dire qu'il est innocent évidemment, le fait qu'il est quasi vierge, mais il a jamais rien fait, c'est pas un casseur. C'est ce qu'avancent la plupart des jeunes mis en cause ces derniers jours. La majorité d'entre eux n'avaient d'ailleurs pas eu affaire à la justice jusqu'à maintenant.
Et avant de refermer ce chapitre, on revient au fond du sujet. On parle beaucoup des grèves et plus tellement de la réforme elle-même ces derniers temps. Et pourtant, depuis quelques jours, beaucoup d'arguments sont échangés, parfois assénés, et il est difficile de faire la part des choses. Qui dit vrai, qui dit faux? Quelques points de repère avec Sophie Brune. La pierre angulaire de la réforme, la retraite à 62 ans. Pour François Hollande, ce sera surtout douloureux pour les salariés qui commencent à travailler jeunes. Ça va consister à demander un effort à tous ceux qui ont commencé tôt leur vie professionnelle. C'est vrai, pour les cadres ou pour ceux qui ont fait de longues études, le passage à 62 ans ne change pas grand-chose. Ils savent qu'ils devront travailler au-delà de 60 ans pour avoir toutes leurs annuités. Cas particulier, ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Ségolène Royal dénonce le dispositif des carrières longues mis en place par le gouvernement. Aujourd'hui, ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans devront cotiser pendant 44 ans parce qu'ils n'ont plus le droit de partir à 60 ans. Mais c'est totalement injuste. C'est faux. Ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans devront travailler non pas 44 mais 43 ans. Ils pourront partir à 60 ans. Quant à ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, ils seront plus pénalisés. Ils devront travailler 44 ans avant de pouvoir partir à 60 ans. La réforme prend en compte la pénibilité. C'est un des arguments phares du gouvernement mis en scène dans ce spot de publicité. J'ai 45 ans, je porte des charges lourdes depuis 25 ans et j'ai des problèmes de dos. Je pourrais partir à la retraite à 60 ans. C'est faux. Il ne suffira pas d'avoir mal au dos pour partir à 60 ans. Le seul critère, ce sera le taux d'incapacité. À 20% d'incapacité, on pourra partir à 60 ans. Entre 10 et 20%, il faudra prouver que cette incapacité est liée au travail. Enfin, Éric Woerth affirme qu'en 2018, l'assurance vieillesse ne sera plus en déficit. Au fond, c'est une réforme qui rétablit la confiance. Elle ramène notre système de retraite à l'équilibre dès 2018. C'est vrai, mais il y a une astuce. Regardez comment on y arrive. Déficit prévu, 42 milliards d'euros. La réforme permet bien d'en combler une partie. Il reste 15 milliards d'euros. Ils seront versés directement par l'État, comme cette année d'ailleurs. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le sujet, alors que le débat se poursuit au Sénat. Les présidents des trois groupes de gauche de la Haute Assemblée ont d'ailleurs demandé solennellement au président de la République de suspendre le débat, sans succès. Notez aussi que la réforme du régime de retraite des députés est sur les rails. L'Assemblée nationale annonce que ces retraites seront diminuées de 8% au 1er janvier prochain. Ce régime était considéré comme très avantageux, on en avait parlé ici même. Dans le reste de l'actualité, du nouveau peut-être pour le congé maternité. Le Parlement européen a voté aujourd'hui son allongement à 20 semaines, presque 5 mois. À titre indicatif, en France, il est de 16 semaines. L'Union veut ainsi relancer la natalité sur le continent. Daniel Wolfrom, Marie Cazot. Ce matin à Bruxelles, les députés verts européens ont apporté des ballons pour fêter un projet. Porter le congé maternité à 20 semaines dans tous les pays de l'Union. Une idée bien accueillie par cette jeune mère à la maternité de Saint-Cloud. Déjà, ce serait vraiment agréable de pouvoir profiter un petit peu plus de la fin de grossesse. C'est vrai que quand on travaille, avoir si peu de semaines... Les Français sont dans la moyenne avec 16 semaines. Ils font mieux que les Belges et les Allemands avec leurs 15 semaines, mais moins bien que l'Angleterre ou l'Italie, mais surtout que la Suède avec ses 75 semaines. Le gouvernement a fait savoir qu'il s'oppose à ce projet soutenu par la commissaire Reding. Passer à 20 semaines, comme le conseillerait Madame Reding, engendrerait un coût de dépenses supplémentaires de 1,3 milliard d'euros. Le projet prévoit aussi 2 semaines de congé pour les pères. C'est un bras de fer qui est intéressant. Mais je crois que les femmes européennes et les pères européens ont tout à gagner avec une directive qui justement renforce pour les premiers mois le congé parental. Les négociations doivent maintenant durer au moins une année. La décision se prendra au niveau du Conseil européen, réunissant tous les gouvernements de l'Europe. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct à Bruxelles. En toile de fond, il y a le déclin de la natalité dans l'Union européenne qui est en train de devenir un problème politique à part entière.
Et oui, car les chiffres sont éloquents. Il y en a un que je vous livre. Le nombre d'enfants par femme européenne est de 1,5 seulement. Alors, à titre de comparaison, pour les femmes indiennes, par exemple, c'est 2,7. Et aux États-Unis, c'est 2,12. L'Europe fait donc moins d'enfants que les autres, à tel point que dans certains pays, représentés ici en rouge, il y a plus de morts que de naissances. C'est le cas, par exemple, de l'Italie, du Portugal et surtout de l'Allemagne. L'an dernier, notre grand voisin a perdu près de 200 000 habitants. Alors heureusement, dans d'autres pays, les naissances sont nombreuses. Chez nous, en France, on le sait, mais aussi au Royaume-Uni ou au Danemark. Et puis globalement, le taux de natalité en Europe a tendance à réaugmenter légèrement ces dernières années. Mais les dirigeants européens ont tout de même une grande peur, c'est qu'à l'avenir, le vieux continent porte trop bien son nom. François Baudonnet à Bruxelles. Merci François. La justice en bref, l'affaire du petit Grégory n'est pas tout à fait close. 6 nouvelles analyses viennent d'être ordonnées à la demande des parents de l'enfant. Elles porteront cette fois sur un cheveu ou encore de nouveaux prélèvements ADN. L'actualité à l'étranger avec ces annonces retentissantes en Grande-Bretagne. Le nouveau Premier ministre David Cameron a lancé aujourd'hui le plus grand programme d'économie pour les finances publiques depuis la guerre. Même Margaret Thatcher n'était pas allée aussi loin à Londres. Jacques Cardoz, Stéphane Guillemot. Avouez qu'en matière de manifestation, les Britanniques sont un peu à la traîne. Syndicats et policiers obtiennent d'ailleurs ici les mêmes chiffres. Et devant le Parlement, l'ambiance est plutôt bon enfant. Pourtant, ce que le monsieur finance du gouvernement annonce derrière ces murs n'a rien de réjouissant. Je crois que le secteur public doit changer pour faire face aux aspirations et aux attentes du public d'aujourd'hui et non aux attentes de la population des années 50. Résultat, 490 000 emplois vont être supprimés dans le public. Tous les secteurs y passent, excepté la santé et l'éducation. George Osborne veut économiser 90 milliards d'euros. Il a une deuxième annonce à faire sur un thème que les Français connaissent bien. L'âge du départ à la retraite va passer à 66 ans d'ici à 2020 pour les hommes et les femmes. Cela signifie que nous allons accélérer plus rapidement le passage à 66 ans pour les femmes. Car jusque-là, les femmes pouvaient partir avant 65 ans. Mais le gouvernement va aussi lancer une gigantesque campagne de chasse à la fraude dans le secteur des allocations chômage et logement. Des équipes d'inspecteurs vont être créées. David Cameron est-il ainsi l'héritier de Margaret Thatcher, aujourd'hui âgée de 85 ans? Certains diront qu'il termine le boulot entamé par la Dame de Fer il y a 30 ans. L'objectif et le sens de notre approche, c'est de prendre l'économie britannique et de l'éloigner de la zone dangereuse où l'avait laissé l'ancien gouvernement. Quant à l'opposition, elle reste extrêmement minoritaire. Les manifestations ne rassemblent que quelques centaines de personnes. Oui, c'est justifié, mais jusqu'à un certain point, et pas de façon aussi drastique. Ça va trop loin. Mais David Cameron peut aussi se prévaloir d'un soutien appuyé du monde de la finance, de certains chefs d'entreprise et surtout du Fonds monétaire international. Voilà pourquoi il ne risque pas d'assouplir sa position. Il est 20h20, restez avec nous à suivre. Scène de la vie quotidienne dans l'une des dernières dictatures communistes. Après les grandes célébrations en Corée du Nord, notre équipe a pu rester sur place. Un tableau saisissant, vous allez le voir. Échanger un rein entre deux familles, la France va autoriser le don d'organes croisés. C'est l'une des dispositions de la nouvelle loi de bioéthique. Et puis un contrôle positif pour un des dieux du bassin. Le champion d'Europe de natation Frédéric Bousquet est suspendu 2 mois. Il récuse toute intention de dopage, nous l'entendrons. Mais d'abord, ce grave incident de vol à bord d'un avion de ligne Hanoï-Paris. 24 passagers ont été blessés après de fortes turbulences. Samassoula, Philippe Maire. Ces passagers de la Vietnam Airlines ne sont pas prêts d'oublier leur vol Hanoï-Paris. 2h30 après le décollage, au-dessus du Bangladesh, leur Boeing 777 traverse un trou d'air et chute de plusieurs dizaines de mètres. Sans que les lumières de bouclées aux ceintures se soient allumées, d'un seul coup, l'avion est tombé. Moi, je me suis retrouvé au plafond de l'appareil. Enfin, mon nez a rencontré le plafond de l'appareil, disons. Et je suis retombé sur mon siège. Fracture ouverte du nez et traumatisme des cervicales pour ce Marseillais et sa compagne très choquée. Mais cette fois-ci, vraiment, je pensais que c'est fini. C'est vraiment une sensation très horrible. Le vol s'est quand même poursuivi pendant 7 heures jusqu'à Paris. 30 blessés, dont 9 hospitalisés dès leur arrivée. Des passagers qui n'avaient pas bouclé leur ceinture. Ce soir, seule une passagère reste en observation.
Le dossier de cette édition maintenant au cœur d'une des dernières dictatures staliniennes au monde et sans doute la plus fermée, la Corée du Nord. Il y a 10 jours, notre reporter Alain Chalvron et son équipe avaient été autorisés avec d'autres à assister aux grandes célébrations d'anniversaire du régime. Vous aviez découvert ces images. Eh bien, il a pu rester quelques jours dans le pays. Voici son carnet de route, reportage réalisé avec Sylvain Giaume. Disons-le tout de suite, la Corée du Nord n'est pas une planète extraterrestre. Ce serait plutôt Jurassic Park. Un pays peuplé de gens normaux, mais un pays verrouillé, hors du temps, hors du monde, qui vit comme une dictature stalinienne des années 50. Ça commence dès l'aéroport, où n'atterrissent qu'une poignée de vols internationaux en provenance de Chine ou de Russie. On vous confisquera gentiment vos téléphones portables. Pour aller en ville, c'est rapide. Pyongyang ne connaît pas les embouteillages, la voiture y est rare. Alors on marche beaucoup. Les transports en commun bondés ne font pas vraiment envie. La ville est un ensemble de constructions genre HLM de plutôt bonne facture. À Pyongyang, on est privilégié. Le logement est gratuit, attribué au mérite, alors on a intérêt à filer doux. D'ailleurs, une armada de policiers en civil, aussi discrets que des épouvantails à moineaux, sont là pour le rappeler. Aujourd'hui, c'est jour de fête. On célèbre le 65e anniversaire du Parti des Travailleurs. Un petit orchestre fait danser quelques femmes et enfants devant le monument du parti. 2 comédiens prendront le relais. Une histoire de gendre et de belle-mère, ça fait rire dans le monde entier, même en Corée du Nord. Et c'est pas tous les jours qu'on rigole à Pyongyang. C'est la fête aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre parti, tout le monde veut être dehors. Moi je suis venue pour danser avec cet orchestre qui est connu dans tout le pays. Propos bien innocents, mais qui nous vaudront tout de même une grande colère de notre ange gardien en chef. Interdit de parler à des étrangers, c'est la règle et tout le monde le sait trop bien. Et quand nous nous mêlons aux clients de ces petites échoppes, les fast-food à la mode nord-coréenne, on nous regarde comme des martiens. Même ces échoppes sont étatiques, comme toute l'économie. 2 € la saucisse, hors de prix. Le salaire moyen est de 15 € par mois. Mais à quoi bon l'argent puisque l'État pourvoit à tout, santé, éducation, nourriture à la cantine. Il n'y a pas grand-chose dans les magasins, c'est pourquoi du reste on ne pourra pas les filmer. C'est la faute, nous dit-on, aux sanctions internationales. L'État pourvoit à tout, même à la pensée. La pensée du grand fondateur Kim Il-sung, bien sûr. Le soleil du XXe siècle, comme on l'appelle sans rire. Il est de bon ton de venir s'incliner devant cette statue de 30 mètres de haut. Les gens viennent tôt le matin pour présenter leur respect à notre leader. Tous les Coréens ont le président Kim Il-sung dans leur cœur. La pensée du grand leader, le parti et l'armée. C'est le 3e pilier du régime, omniprésente et choyée cette armée, comme ses officiers bardés de médailles. 1 200 000 soldats qui marchent au pas de loi. 3-4 ans de service militaire, un budget top secret et une arme nucléaire dont on ne sait trop si elle est ou non opérationnelle. Le pays est en guerre, qu'on se le dise. Ça n'est donc pas un hasard. Si la première chose qu'a faite Kim Jong-il pour son successeur désigné, son propre fils Jong-un, a été de le nommer général d'armée, on n'est jamais trop prudent avec les militaires. La Corée du Nord peut-elle évoluer? Bien entendu. Mais il faudra que ce pays se débarrasse de cette double paranoïa qu'il a, paranoïa d'un complot intérieur et paranoïa d'une attaque extérieure. La santé, avec d'abord la présentation au Conseil des ministres de la loi de bioéthique. L'une des dispositions retient l'attention. La France va autoriser le don d'organes croisés. De quoi s'agit-il? Explication José Blanc-Lapierre Matureni avec notre bureau à Nice. Cette jeune femme souffre d'une maladie héréditaire qui condamne ses reins à cesser progressivement de fonctionner. Seule solution, la greffe. Sans rein, on ne peut pas vivre et j'ai donc besoin de trouver rapidement un donneur décédé ou vivant. Son mari ne peut lui donner le sien, incompatible, disent les médecins. Ce couple voudrait que le don entre vivants puisse être élargi à des personnes extérieures à la cellule familiale. Un projet de loi le propose. Le principe est simple. Voici 2 couples. Dans le premier, l'homme ne peut pas donner son rein à sa femme, il y a incompatibilité.
Même impossibilité dans l'autre couple, ce qui pourrait changer. L'homme du premier couple serait donneur de la femme du second couple et inversement. Pour les médecins, cette avancée permettrait d'augmenter le nombre des greffes de meilleure qualité. On sait que ces reins d'excellente qualité, ils vont durer plus longtemps. Et donc le bénéfice est important à la fois pour le malade et puis à la fois pour la communauté, puisque ces gens qui ont donné, ça fait d'autant plus de place pour les gens qui sont sur la liste d'attente et qui n'ont pas la chance d'avoir un donneur vivant. En 2009, à peine un tiers des personnes en attente d'un rein ont pu être greffées. 12% de ces greffes sont réalisées en France à partir de donneurs vivants. Actuellement, ces dons ne sont autorisés que dans le cadre familial. Et toujours à propos de santé, on en vient à ce miracle entre guillemets dont on ne sait s'il faut en rire ou en pleurer. Une femme a été déclarée cliniquement morte dans un hôpital de Bordeaux. Ses enfants ont été prévenus, mais ils avaient un doute. Bien leur en a pris. Leur mère s'est réveillée 14 heures plus tard. Sophie Rodier. Lydie Paillard revient de loin. Elle est restée 14 heures inconsciente avant de se réveiller en pleine possession de ses moyens. Cette femme de 63 ans est hospitalisée dans cette clinique quand elle fait un accident cérébral. L'un des médecins la déclare très certainement cliniquement morte. Il demande alors à ses proches l'autorisation d'arrêter les soins. Signer un papier, un document qui aurait pu faire la fin de vie de notre maman, mais je crois qu'on allait faire une extrême bêtise. Ça a été l'instinct de survie. La famille obtient finalement le transfert de la malade au CHU de Bordeaux. Un scanner révèle qu'elle n'est pas en état de mort cérébrale. Selon les médecins de la clinique, il n'y a pourtant pas eu d'erreur. Les choses se sont vraiment déroulées de la meilleure des manières, dans les plus brefs délais. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur ni de problème. Je pense que la famille, je pense qu'il y a un côté émotionnel très important et que la famille a vraiment eu peur. Le fils de Lydie Paillard se réserve tout de même le droit de porter plainte contre la clinique. Une ombre sur la natation française et ses champions. Le journal L'Équipe révèle que le champion d'Europe, Frédéric Bousquet, a fait l'objet d'un contrôle positif à l'heptaminol. Il a été suspendu 2 mois, il a reconnu les faits. Il explique avoir utilisé un médicament sans en lire la notice. Julien Benedetto, Alexandre Moncaillot. Un corps de rêve, des titres à l'appel et une idylle avec Laure Manodou. Frédéric Bousquet, c'est la figure glamour des bassins. Mais la belle histoire tourne mal. Le champion d'Europe du 50 mètres nage libre purge actuellement une suspension de 2 mois. Le 13 juin dernier, lors du meeting de Canet-en-Roussillon, il est contrôlé positif à l'heptaminol, un stimulant interdit en période de compétition. Le nageur nie s'être dopé et plaide la négligence. Il affirme avoir utilisé une pommade pour traiter une crise d'hémorroïdes sans savoir qu'elle contenait le produit interdit. Ce n'est pas pris dans le but de m'aider à réaliser une performance ou autre. L'athlète est responsable, c'est à lui de faire la vérification que ces produits ne se trouvent pas sur les listes, etc. Et donc, étant donné que j'ai pas fait la vérification, il aurait été injustifié que je ne reçoive rien comme sanction. Voici le médicament acheté par le nageur. La notice est pourtant sans équivoque. Ce produit contient un principe actif pouvant induire une réaction positive lors d'un contrôle antidopage. Convaincu de la bonne foi du nageur, la commission de discipline de la Fédération française de natation l'a tout de même suspendu 2 mois pour négligence. Frédéric Bousquet pourra donc s'aligner au championnat de France début décembre. La chanson avec le retour d'une révélation française de ces dernières années, révélation du slam. Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, sort un nouvel album. Au programme notamment un duo avec Charles Aznavour, Abdel Mostefa, Dominique Bonnet. J'attends que l'inspiration vienne frapper à ma feuille. J'attends que le besoin d'écrire ait déjà bien passé le seuil. 10 h du matin, jour de sortie du nouveau disque. Grand Corps Malade nous interprète J'attends. J'attends qu'il n'y ait plus besoin en France du CV anonyme pour embaucher des Français qui ont une autre origine. Politique ou plus intime, grave ou léger, seul ou en duo. 14 titres résolument ancrés dans le slam, un genre qui n'a pas dit son dernier mot. Comme la vie des hommes dépend du mot rentabilité, derrière les chiffres se jouent des drames dans une étrange banalité. Le rap, quand ça a démarré aussi, c'était pas de la chanson. On s'est dit, bon, est-ce que ça va pas être un phénomène de mode? Bon, bah voilà, le rap, 30 ans plus tard, il est toujours là et bien présent. À partir du moment où on raconte des histoires et que les gens ont envie d'écouter l'histoire, bah, bon, je pense pas qu'on puisse lasser les gens, quoi. Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face, au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient,
grandit dans leur regard une envie de partage. Aux alentours de midi, nous avons quitté le studio parisien et passons de l'autre côté du périph'. On est porte de Paris. On arrive à Saint-Denis, par la grande porte. Sacré bout de chemin depuis 2006. 2 victoires de la musique, des centaines de concerts, 1 million d'albums vendus. Et au milieu de tout ça, sa vie à Saint-Denis, comme avant. On continue à faire des ateliers, flammes, dans des écoles, des maisons de retraite. Tout ça, c'est des moments humains qui te nourrissent, quoi. Qui font que tu as des choses à raconter. Pour encaisser les coups. Nous quittons le père d'un bébé de 5 mois et d'un 3e album. Pour nous, il est 15h et dans sa vie à lui, c'est l'heure d'été. Quand la vie passe à l'heure d'été. Fin de cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le changement de ton au sommet de l'État. Nicolas Sarkozy ordonne le déblocage de tous les dépôts de carburant. Plusieurs opérations ont été menées, mais les grèves et les blocages continuent. Et la pénurie à la pompe ne sera sans doute pas terminée avant les vacances de la Toussaint. Et puis, cela fait 295 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Merci à vous tous. Tout de suite la météo. Tania Young nous annonce les premières gelées. 20h35, la suite et la fin de votre série Les vivants et les morts. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.